Stanislas Samoa, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. On démarre par un tout premier quotidien, Ouais. Matin Libre, ce matin, qui propose le titre que voici, ONU, le comité de travail, donc, demande la libération immédiate de Madougou. Oui, il faut dire que c'est quand même assez fort hein, de la part de cette institution internationale. Je voudrais quand même rappeler que quand on était au cours, je ne sais pas si ça fait toujours partie des curricula de formation, notamment en classe terminale où on étudie, voilà, on étudie quand même les grandes instances internationales de prise de décision telles que l'ONU. Sous nos cieux, on parle de la CEDEAO, de l'UEMOA, etc. De l'Union africaine, voilà. Et donc, quand on étudiait l'Organisation des Nations Unies avec toutes les prouesses enregistrées, avec tous les grands États qui composent cette union, à savoir la France, les États-Unis d'Amérique et j'en passe, on avait quand même cette fierté-là de voir cette instance dirigeante au plan international prendre certaines décisions fortes pour le bien-être de l'humanité. Alors qu'on en arrive aujourd'hui à ce que cette instance bien respectée hein, par certains États veuille s'immiscer dans les réalités des États africains comme le Bénin, ça pose un véritable problème. Parce que figurez-vous, l'Organisation des Nations Unies, même si il y a quand même des traités ou des chartes auxquelles prennent part les États africains, notamment le Bénin par rapport à cette instance, il n'en demeure pas moins que dans le respect de la souveraineté interne de nos États, eh bien, nous avons des institutions spécialisées pour dire le droit et pour rendre des décisions à leur juste valeur. Et donc, il ne revient pas à l'ONU, même si on l'appelle l'ONU, de demander la libération immédiate d'une personne détenue dans nos centres de détention au Bénin. Il ne revient pas à l'ONU de demander la libération immédiate. Et donc, je trouve que cette demande de l'ONU qu'on lit depuis hier sur les réseaux sociaux et affichée ce matin par le quotidien Matin Libre est une demande très osée, une demande assez forte qui prouve quand même que de plus en plus, cette instance internationale est en train de s'immiscer dans les prérogatives internes des États, ce qui n'est pas normal. Surtout quand on sait qu'il y a d'autres fronts sur lesquels eh bien, il y a matière à ce que l'ONU travaille. Tout à fait. L'ONU, il y a plusieurs chantiers sur lesquels cette instance pourrait travailler, mais demander la libération immédiate, alors que vous savez même, Ahmed, vous savez qu'il y a un procès qui a été enclenché, des décisions qui sont rendues, et donc ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut demander la libération d'une personne détenue. Je pense que là-dessus, l'ONU est en train de passer à côté de sa mission. D'accord, mais est-ce que cette demande justement de l'ONU surprend quand on sait que depuis le début de cette affaire, vous parlez d'affaires, affaire Madougou, Joël Aïvo, par les Nations Unies forcément, mais l'ambassade par exemple des États-Unis d'Amérique a tout le temps justement voulu que l'on soit un peu plus, comment dire, lassiste sur la question, que l'on libère donc Madougou. C'est pas la première fois en tout cas qu'on entend parler, donc qu'on entend, disons, les instances internationales aborder cette affaire. Comme je le disais, les États-Unis en ont beaucoup parlé, donc du coup, quand les États-Unis en parlent, cela ne surprend pas qu'au niveau de l'ONU, eh bien, on puisse avoir la même réaction. Oui, vous savez, vouloir demander la libération de personnes détenues, c'est une chose, mais la façon de la demander, c'en est une autre. Voilà, exiger une libération immédiate, c'est à croire que, eh bien, dans le fond, eh bien, ces personnes, il n'y a pas matière à les détenir et que justement, le pays ou l'État auquel vous adressez cette demande n'a pas la souveraineté nécessaire pour dire le droit. C'est ce qui n'est pas concevable parce que dans notre système, qu'on le veuille ou pas, nous avons la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le législatif et chacun joue son rôle. Et dans une matière pareille, il y a que les personnes ont comparu devant les autorités compétentes et donc le droit a été dit
Et si dans les relations diplomatiques, les relations entre États et organisations internationales, vous voulez demander peut-être leur libération ou que leur situation soit revue, il y a la façon de demander cela. Mais tel que lu aujourd'hui à la une du quotidien Matin Libre, c'est une injonction pratiquement qui est faite aux autorités béninoises. Et excusez du peu, cela ressemble un peu à une certaine insulte à l'intelligentsia béninoise, une certaine insulte aux autorités judiciaires qui ont dû prononcer, qui ont le droit dans cette affaire. Ce n'est pas du tout bien. Les gens ont été formés pour dire le droit. Et quand le droit a été dit et que vous voulez peut-être qu'il y ait des situations qui arrangent les personnes, il faut passer par d'autres canaux plutôt que de prononcer des injonctions à l'endroit des États. D'accord. On va passer à un autre fait d'actualité maintenant. Stanislas Samois, à la une du quotidien Décryptage Info, permettez qu'on y fasse un détour rapide. Législative de janvier 2023. La LIP transmet la LEI à la Sénat ce jour. Oui, vous savez, oui, tout à fait. La liste électorale informatisée. On espère que ça ne sera pas la provisoire et que ça sera la liste définitive qui nous permettra d'aller aux élections législatives. Vous savez, cette transmission de la liste à la Commission électorale nationale autonome vient juste marquer notre tournant majeur dans le processus qui nous conduira au 8 janvier. Parce que vous savez que dans le déroulement du calendrier électoral, il y a plusieurs phases. Et la semaine passée, nous avons assisté quand même avec toute l'ébullition nécessaire, la clôture du dépôt des déclarations de candidature. Avec, comme à leur habitude, les derniers instants attendus par les formations politiques. Les derniers jours, notamment, les dernières heures, justement, pour se rendre à la Sénat. Et passer cette étape, le président de la Sénat qui a dû monter au créneau le vendredi pour faire le point, justement, des différentes déclarations de candidature. Et qu'aujourd'hui, l'ANIP veuille transmettre la liste électorale informatisée à la Sénat, je pense que c'est dans le prolongement de ce calendrier électoral-là qui suit un bon déroulement. Reste maintenant, et j'ose espérer quand même que une fois cette liste transmise, que toutes les personnes qui ont dû s'inscrire ou qui ont dû faire des réajustements pourront retrouver leur nom là-dessus et que la liste dans une commune mesure est requis déjà précédemment l'assentiment de tous les acteurs. Parce que même s'il y a un certain Jean-Baptiste Elias qui, dans l'actualité, depuis quelques jours, dit un certain nombre de choses. Oui, tout à fait. Il dit des choses et je voudrais, et en tout cas, j'aurais bien souhaité qu'il soit écouté, même si tout ce qu'il dit n'est pas pris en compte, il faudrait qu'il soit écouté parce qu'on a lu dans un premier temps quand même qu'il a demandé l'audit de cette liste, une demande qui aurait été acceptée. Aux dernières nouvelles, c'est que Jean-Baptiste Elias aurait dit quand même qu'ils n'ont pas pu auditer la liste. Et donc, on est dans un certain cafouillage. Dans le même contexte, dans un même contexte où justement la société civile semble avoir donné son quitus justement pour cette liste électorale. Pareil pour la classe politique. Tout à fait. On se demande qu'est-ce qui se passe en réalité, à quel niveau le bas a-t-il blessé. Il faudrait quand même qu'on réajuste les choses parce que nous voulons vraiment des élections apaisées. On ne veut plus vivre le spectre de 2019 qui est encore frais dans les mémoires. Et quand vous vous souvenez de ça, il faut faire très très attention que chaque maillon de la chaîne puisse véritablement jouer son rôle, que nous ayons une liste fiable qui nous conduise aux élections. J'espère vivement que cette transmission de cette liste à la Sénat sera quand même un moment en griffe un peu festif pour la suite du processus électoral. Le processus électoral, parlons-en à nouveau justement, Stanislas Samois, au détour de la une du quotidien d'Abarou ce matin, qui parle d'études des dossiers de candidature par la Sénat pour les législatives de 2023, le temps des cauchemars pour les partis politiques. Oui, forcément. C'est vrai que c'est une image que le journal a empruntée ce matin, mais forcément, quelque part, c'est un cauchemar. On se souvient quand même que jusqu'à l'heure où nous émettons à main de certaines formations politiques ne sont pas encore très, très rassurées de faire partie du starting block pour les législatives du 8 janvier. Il y a encore quelques petits réglages. Et la Sénat, justement, dans le point presse, c'est vrai qu'avant le point presse
du président de la Sénat, nous le savions déjà. Nous savions qu'après la clôture du dépôt des dossiers de candidature, il y a 72 heures ouvrables pour que les partis politiques puissent apporter les ajustements nécessaires. Et selon nos informations, à part le bloc républicain qui a déposé un dossier sans reproche, eh bien, toutes les autres formations politiques sont reparties avec justement des compléments, des observations. Et donc, quand on prend le parti Les Démocrates, par exemple, pour ne pas faire fixation sur ce parti, mais c'est la formation qui fait le plus parler d'elle. Malheureusement, c'est celle qui parle le plus. Justement, celle qui fait parler le plus d'elle ces derniers temps. Il y a que certains ont pu obtenir leurs quitus fiscaux, ce qui n'est pas le cas d'autres membres du parti politique. Il y en a 7 qui manquent notamment. Voilà, et la nouvelle génération qui parle, alors ce sont les informations de la nouvelle génération qui parlent, enfin, 7 quitus qui dit essentiellement ceci, participation effective donc des démocrates aux législatives du 8 janvier 2023, 7 quitus fiscaux non encore délivrés font planer l'incertitude, plus du milliard à verser à évidemment la DGI. Oui, justement, vous savez que quand on parle de quitus fiscal, c'est que vous ne devez pas avoir d'ardoise financière, vous ne devez pas devoir à la DGI, pour faire simple. La Direction générale des impôts. Voilà, pour que tout le monde puisse nous comprendre. Donc, quand vous avez des activités ou que vous devez payer des impôts sur des années données, eh bien, vous devez vous acquitter. Cumul de tout ça. On fait le cumul, vous devez vous acquitter de tout ça. Donc, le quitus fiscal, en réalité, n'est pas inventé de toutes pièces. C'est quelque chose qui existe. Et quand vous êtes dans des activités, quand vous avez des domaines, des maisons, vous devez payer les impôts. Absolument. Moi, je me souviens quand même, quand j'étais petit, eh bien, il y avait que chaque année, la Direction générale des impôts adressait quand même ce petit papier-là que j'allais prendre. Je déposais à mon père. À l'époque, voilà, et que vous payiez à l'époque. Justement, il m'envoyait payer à l'époque. Et donc, je comprends quand même. Hein, quand vous avez des biens, il faut s'acquitter de ça. C'est tout à fait normal. Donc, on ne va pas prendre le prétexte des élections pour ne pas s'acquitter de ça. Et donc, ça a de quoi donner le cauchemar à certaines personnes parce qu'ils ne sont pas encore bien rassurés de faire partie des candidats. Et donc, espérons que les 72 heures ouvrables avant qu'elles ne se referment, ces heures-là, que toutes les formations politiques puissent avoir leurs quitus fiscaux et que les personnes qui se seraient acquittées véritablement de tout ce qu'elles doivent puissent entrer en possession de leurs papiers. Parce que, souvenez-vous, il y a eu cette petite polémique par rapport à certains membres du Parti Les Démocrates qui, au départ, n'avaient pas obtenu leurs quitus fiscaux, mais qui, finalement, ont pu les obtenir. Et donc, si ceux-là ont pu les obtenir, si les formations politiques comme le Bloc républicain a pu obtenir son quitus fiscal et que tous les candidats ont pu déposer leur dossier sans véritable reproche, c'est que les démocrates aussi peuvent atteindre cet objectif-là. L'UPR et les autres formations politiques peuvent les atteindre aussi. Les démocrates qui prennent le peuple à témoin, enfin au détour d'une sortie effectuée le week-end écoulé, ont pris le peuple à témoin, on a appelé comment dire, eh bien, à l'intervention du chef de l'État, mais également de la société civile, estimant donc qu'au niveau de la Direction générale des impôts, il y a quelques couacs dans le traitement de leur dossier. Ahmed, si vous le permettez, par rapport à ça, moi je ne suis pas toujours d'accord avec cette façon de réagir de certaines formations politiques. Je respecte beaucoup l'honorable Éric Rouneté, qui d'ailleurs a fait preuve de courage et de détermination en décidant de participer aux élections législatives. Et quand vous décidez, pour avoir été quand même premier vice-président de l'Assemblée nationale, avoir occupé de hautes fonctions dans notre État, il sait mieux que quiconque qu'il faut des préalables avant d'être définitivement candidat aux législatives. Et donc, si le parti a pris sur lui la responsabilité d'aller aux élections, il faut respecter tous les préalables. Et donc, prendre le peuple à témoin ne règle pas forcément l'affaire, à mon sens, mais essayer de se conformer, tel que les FCBE l'ont fait, tel que l'UPR l'a fait, tel que Moël Bénin l'a fait aussi, pour que justement, même le NFN, les nouvelles forces nationales, ont pu obtenir leur récépissé provisoire. Et donc, les démocrates peuvent le faire aussi. Il faut juste faire ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Voilà, faire ce qu'il faut faire, se conformer.
moins parler, justement. C'est ce que je reproche à même si on ne peut pas leur dénier, justement, politique. Le droit de parler. Non, du tout pas. Mais ceux qu'ils prennent à témoin, la société civile et autres, ce ne sont pas ces personnes-là qui délivrent les quitus fiscaux. Donc, s'adresser à qui de droit, ça va régler l'affaire. On finit rapidement. Stanislas Samoa par un tout dernier fait d'actualité, non des moindres. Promesse du chef de l'État de revaloriser les salaires en 2022. Les travailleurs devront attendre le vote du budget 2023. Oui, vous savez, quand on parle de revalorisation salariale, qui ne s'attend pas à cela, en tout cas, tout le monde. Oui, justement, vous savez, c'est une bonne chose, hein, quand même, d'avoir même, ne serait-ce qu'un petit chiffre s'ajouter à son revenu ou à son salaire. C'est toujours bien, on ne cracherait pas là-dessus. Mais la revalorisation salariale, rappelons le contexte, avait été déjà voulu par le chef de l'État lui-même. Il n'a pas été contraint à l'annoncer. Il faut toujours le rappeler. Parce que quand aujourd'hui on parle de revalorisation salariale, beaucoup estiment que bon, c'est un droit acquis d'office et que bon, voilà, parce qu'il l'a dit, il doit le faire. Oui, il a suffisamment réfléchi à la situation. Il s'est dit que les travailleurs béninois ne sont pas mieux logés tel que cela devrait être. Et donc, il faut revaloriser leur situation. Et donc, même en prêtant serment, il avait parlé de mandat placé sous le signe du hautement social, un point sur lequel beaucoup l'attendent d'ailleurs. Et donc, quand il annonce la revalorisation des salaires et que dans le prolongement, eh bien, des équipes ont été formées pour étudier les cas, le contexte, parce que ce que beaucoup perdent de vue souvent, c'est que quand vous ajoutez un chiffre à des salaires, c'est une incidence majeure sur le budget de l'État. Et donc, pour ajouter peut-être 2000 francs à un salaire, il faudra passer par le budget. Et donc, quand les journaux titrent ce matin qu'il faut attendre le vote du budget de l'État, c'est une très bonne chose parce que c'est le budget qui doit prendre en compte justement ces indicateurs-là afin que les revalorisations à chaque niveau soient quand même effectives. Et donc, quand cela avait été annoncé qu'il fallait attendre le mois de novembre pour assister à ça, je m'étais dit qu'en novembre, décembre, il y a quand même la discussion autour du vote du budget. Et donc, c'est à ce niveau que cela va se décider. Et donc, si on a pu attendre jusqu'à novembre, on peut quand même attendre jusqu'en janvier pour espérer la revalorisation. Mais il faut préciser évidemment qu'au détour des propos du porte-parole du gouvernement, il y a quelques mois, avant le début de la rentrée scolaire, justement à la veille ou à une semaine donc, de la rencontre entre syndicats et gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi donc avait annoncé justement pour novembre, pas la revalorisation salariale, mais les grandes annonces. Tout à fait. Évidemment, dans la masse, cette subtilité n'a peut-être pas été perçue. Donc, beaucoup s'attendaient à ce que, l'incidence puisse être constatée dès novembre. Non, mais on parle des grandes annonces. Et c'est pour cela que, justement, très souvent, quand le gouvernement fait des sorties, moi, je demande aux gens de bien écouter le gouvernement. De bien écouter le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement. Parce que les subtilités. Voilà, les mots ont leur sens. Et donc, quand on donne une échéance, d'accord, mais l'échéance arrivée, c'est pour les grandes annonces. Et parmi les grandes annonces, il n'y a que le vote du budget doit être fait d'abord pour qu'on puisse constater l'effectivité des choses. Novembre aussi qui devrait permettre, selon les informations qu'on a, de savoir par exemple quelles augmentations seront faites en fonction donc, des catégories. Justement, il y a tout cela à étudier. Et donc on ne se lève pas du jour au lendemain pour ajouter un chiffre. On n'est pas à la maison. C'est un État bien organisé. On se rend compte qu'au niveau du régime de la rupture, une fois de plus, on fait les choses de manière ordonnée en fait. Oui, tout à fait. Ordonnée, méthodique. Et surtout parce que quand la revalorisation est effective, on ne revient plus en arrière. Justement. Tous les pays au monde qui ont connu la revalorisation, on n'est plus revenu en arrière. Donc quand c'est fait en fait, avec toutes les... Il n'y a pas de décision fantaisiste, il n'y a pas de navigation à vue, tout est fait donc de manière logique. Tout à fait. Et quand c'est acté, c'est fait avec les incidences qu'il faut sur le budget et sur les années à venir, ce que beaucoup perdent de vue aussi. Ce qu'il faut pouvoir supporter justement. On finit vraiment cette fois-ci par 2-3 mots de football. Je vous sais footeux, Stanislas à moi. Comment ne pas s'intéresser à ce tirage au sort donc, en Champions League et ces chocs en huitième de finale, des affiches qui ressemblent à des affiches de finale en définitive. Exactement. On a le PSG qui croise le Bayern, Liverpool, Real, je pense qu'il y a Dortmund et un autre club aussi.
Disons que Liverpool-Real, c'est déjà le remake de la dernière finale, la finale de la saison passée, où le Real l'avait emporté par 1-0. Il n'y a que le Bayern et le PSG vont se retrouver après la finale déjà de 2020 perdue par le PSG, voilà, sur un but d'écart. Et en cas de finale déjà de la saison passée, de la saison surpassée, ils s'étaient retrouvés déjà. Donc c'est dit que ce sont de grands chocs. Mais l'autre aspect que je voudrais quand même rappeler, c'est que le Paris Saint-Germain, en terminant deuxième de son groupe, malheureusement pouvait s'attendre à tomber sur un gros ce genre de tirage. Mais il faut également relever que pour gagner la Ligue des Champions ne se gagne pas en battant les faibles, justement. Bien sûr. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut pouvoir battre les grandes équipes. Et au nombre de ces grandes équipes, il y a le Bayern, il y a le Real, il y a Liverpool et tout ce qu'on veut. Et donc, si le PSG aspire justement à remporter ce trophée, il doit passer par les grandes équipes. Le Real, l'année passée, au niveau des confrontations directes, a pu battre le PSG, Manchester City, Chelsea, voilà, avant d'arriver en finale. Et donc, c'est la même chose. J'ai suivi un peu beaucoup d'observateurs qui ont estimé que oui, le PSG a des atouts, surtout offensifs, pour gagner la Ligue des Champions, mais ont toujours craint que le PSG ne tombe sur de grosses écuries. Non, si vous êtes une grosse écurie, vous devez affronter les grosses écuries pour voir de quoi vous êtes capable et puis passer. Et donc, c'est à l'aune de ces huitièmes de finale, à partir de février de 2023, que Dieu nous garde, que nous verrons quand même si le PSG a les capacités d'aller loin. Et donc, ce sont de gros chocs en perspective. Gros choc en perspective pour le plaisir, le bonheur, évidemment, des amoureux du cuir rond. Merci à vous, Stanislas Amoura. C'est moi.